pour Oui. pouvoir arriver. Je pense qu'on fera même un peu moins Un parce peu moins, qu'il y a si des on peut. absents. Oui, Donc, on fera 30 minutes. parfait. Et vraiment, Madame Aoui, on s'est compté sur vous. On fera au mieux. Merci, Monsieur Luc Missi-Devasi. D'accord. Ben, j'appelle sur le podium également Monsieur Guichard Tsangou. Oh non, Monsieur Guichard Tsangou, est-ce que vous êtes connecté? Lui, par contre, il va intervenir en ligne. Je pense que je vais l'appeler en... Est-ce que vous pouvez appeler Monsieur Guichard Tsangou pour lui dire qu'il est... Oui. Monsieur Walid Kabashi. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Prosper Tetika de la RDC. Ben, je laisserai les panélistes se présenter pour gagner en temps. Alors, est-ce que la technique peut nous connecter à Monsieur Guichard Tsangou pour savoir s'il est là? Monsieur Jean-Pierre Laos. De la Louvière. Je pense qu'il n'est pas dans la salle. Il est en ligne? D'accord, parfait. Ok. Monsieur. Alors, est-ce que j'ai appelé tout le monde? Monsieur Alain Chapeau. Il arrive? On va commencer? Bon. Ok, merci infiniment à tous. Nous allons donc essayer de respecter le timing, le temps qui nous a été donné. Nous sommes donc à notre 4e panel, table ronde de la journée, qui parle de la thématique suivante. Quelle réglementation pour la production, protection et valorisation de données en Afrique centrale? Nous parlons des données aujourd'hui. Nous savons que la donnée engage aujourd'hui le monde. La preuve, le 28 janvier, nous célébrons la journée mondiale de la protection des données. Elle devient aussi précieuse que le pétrole, avec un fort potentiel économique qui va grandissant chaque année. Nous vivons donc désormais dans une économie de la donnée. Seulement, quand on parle de données, on parle aussi d'une société de partage où l'Internet, les réseaux sociaux remettent en cause la notion de propriété des données. Alors, ma première question, pour planter le décor, poser le cadre, ma première question serait comment se présente la réglementation en matière de données sur le plan sous-régional? Si M. Guichard est connecté, il peut répondre. Sinon, M. Prosper, quand vous prenez la parole, vous pouvez vous présenter rapidement avant de répondre à cette question. Comment se présente la réglementation en matière de données sur le plan sous-régional? Le micro? Allô? Je vois ils sont en ligne. Oui. Monsieur Guichard est connecté. Monsieur... Alors, est-ce que ceux qui sont connectés peuvent se présenter rapidement pour que je sache à qui j'ai affaire? Je vois 2 personnes, mais j'avoue que je ne sais pas qui. Guichard Tsangou, s'il vous plaît. Le son, s'il vous plaît. La technique. Bon. Oups. Alors, est-ce qu'on peut aller avec Monsieur Prosper, vous présenter et vous... Bien, merci. Merci. Je sais qu'il fait tard, mais permettez-moi de prendre 2 secondes pour remercier les organisateurs et particulièrement Luc pour l'invitation. Donc, je suis Prosper Ntetika, conseiller juridique du ministre du Numérique de la République démocratique du Congo. Je suis également avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, donc en République démocratique du Congo.
La question de la réglementation de données sur le plan régional est une question générale, parce que la réglementation de données se pose un peu comme la réglementation du numérique en général. On sait tous que déjà nous avons un instrument sur le plan continental qui est la Convention de Malabo de 2014 sur la protection de données à caractère personnel et la cybersécurité, bien que dedans on retrouve également des dispositions sur, par exemple, les commerces électroniques et la lutte contre la cybercriminalité. Donc, c'est un enjeu majeur, cette question de réglementation, parce que, exactement, on n'a pas, au niveau de l'Afrique centrale, on a très peu, je ne sais pas si il y en a eu, des initiatives de réglementation régionale. Je sais, par exemple, qu'il y a un effort de construction au niveau de la CEDEAO, très particulièrement lié à la question financière, notamment avec les nouveaux entrants du secteur financier, donc la donnée financière. Mais de façon générale, en termes de réglementation générale, on est plus parti au niveau de la sous-région vers des initiatives nationales. Donc, ce sont des pays qui prennent l'initiative de porter une réglementation sur la donnée. Alors, je ne sais pas si je dois continuer. Oui, ou non, bon, peut-être que Monsieur Guichard Tsangou peut vous compléter. Voilà. Nous avons un souci dessus. Monsieur Jean-Marc, vous m'entendez? Non, nous avons un souci avec le son. La technique, s'il vous plaît. Oui. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Nous vous entendons là. Si vous voulez, je vais me présenter. Oui, si vous pouvez vous présenter. Et ensuite, nous présenter. Allô? Bon, je vais me présenter, vous me dites si c'est bien ou pas. Donc, je suis Jean-Pierre Laoze-la-Louvière, je suis président d'Ifutura, qui est une association professionnelle qui regroupe en France les fournisseurs de solutions dans la transition numérique, donc autour du document, donc que ce soit des éditeurs de logiciels dans le domaine de la GED, de l'archivage, de la numérisation, etc., que ce soit des hébergeurs, des consultants ou des associations professionnelles, des universités, etc., et un certain nombre d'organismes africains, comme par exemple Luc, que je remercie de m'avoir invité, qui fait partie de l'association avec Osiane. Et je suis par ailleurs directeur général d'une société qui s'appelle Intalio, donc pour la partie France, qui est une société internationale qui est également éditeur de logiciels dans le domaine de la transition numérique, donc tout ce qui est, ce que je vous disais, fourniture de produits dans la gestion de contenu. Mm-hmm. Alors, est-ce que vous avez soulevé la question? J'espère qu'on va y arriver. Alors, je ne sais pas si nos amis sont toujours là connectés. Je voulais savoir, est-ce que Monsieur Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre, Monsieur Luc, est-ce que Monsieur Laos est toujours connecté? Bon, je crois qu'on va plus focaliser sur ceux qui sont en présentiel, parce que sinon on va perdre encore plus de temps. Je ne sais pas si sur la question, Madame Lemoyle peut dire un petit mot. Merci Sarah. Je dois me présenter d'abord. Oui. Je représente le directeur général qui est absent et qui s'est excusé. Je suis directrice Enterprise Business Unit à MTN Congo. Alors, cette question elle est plutôt légale, mais bon, de ce que je sais, c'est que les données sont régies au Congo par une loi qui existe, et dans la sous-région, il y a également une loi qui a été dictée par notre panéliste, et que bien entendu, il y a normalement un développement qui doit être fait dans les jours à venir concernant la
le caractère des données personnelles. Pour la simple et bonne raison que les technologies évoluent, les applications sont de plus en plus utilisées en Afrique et qu'il faille, bien entendu, mettre à jour également la conservation, notamment sur la partie conservation de nos données, parce qu'elles sont très personnelles et que il est évidemment tout à fait normal qu'on puisse revoir ces lois et les mettre au goût du jour en tenant compte de l'évolution technologique qui existe. Maintenant, sur l'encadrement de la loi, il y a également un aspect qui devrait être visité, c'est la possibilité de mettre à la disposition du public également, pour valoriser ces données, les mettre à la disposition d'entreprises qui pourraient les utiliser pour permettre de toucher un plus grand nombre de clients et pouvoir les utiliser aussi pourquoi pas, pour nous permettre de digitaliser l'environnement administratif dans les pays africains. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce sujet. Alors, oui, on me fait savoir que M. Alain Chapeau est arrivé. Donc, oui, vous pouvez nous rejoindre sur le podium. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous allons continuer. Tout à l'heure, le conseiller, M. Prosper, l'a un peu mentionné dans son propos, la convention de Malabo, signée le 27 juin 2014. Mais cette convention peine un peu à prendre son envol, parce que sur les 55 pays, seuls 14 ont signé et 8 seulement ont ratifié cette convention. Alors, monsieur le conseiller, comment accélérer la ratification par les différents États membres de cette convention qui porte sur, je le rappelle, la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. C'est vrai qu'ici, nous parlons de l'Afrique centrale, mais il n'y a pas d'Afrique centrale sans l'Afrique. Donc, comment accélérer cette ratification? Bien, je pense peut-être qu'on devait se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé en 8 ans pour qu'il y ait très peu de pays qui l'aient ratifié ou signé. Je pense que les enjeux tels qu'ils se présentent maintenant, peut-être, changeront la donne de la situation actuelle. Parce que la ratification d'un texte international découle d'abord d'une volonté politique qui doit être exprimée par un État. Comme je l'ai dit en synopsis de mon propos, c'est que malgré cette faible ratification, les États s'organisent pour mettre en place des législations propres. Mais après, ça pose une question parce que on l'a entendu également ce matin lors des présentations inaugurales, sur la nécessité d'avoir des actions convergentes. Parce que nous sommes un même continent et peut-être aussi une même région, ça et là. Et si on partait, par exemple, vers des actions concertées, vers des actions convergées, pourquoi pas, notamment à partir d'un cadre légal commun, parce que cela permet à chaque pays d'adhérer à des principes communs, mais que chaque nation a la latitude de mettre en place une législation d'application qui renforce un peu plus les principes auxquels on a adhéré. Oui. Donc la question, la réponse à la question, c'est justement inviter les États, peut-être par exemple à l'occasion de ce panel, relever la nécessité d'avoir un texte qui protège les données à caractère personnel, parce que c'est très important à l'heure où tous les États s'engagent vers la transformation numérique. Mais je pense également qu'il y a une prise de conscience qui est suscitée par les enjeux et l'ampleur que prend de plus en plus la question de la protection de données à caractère personnel. D'accord. Alors, si M. Guichard nous a rejoint, il peut peut-être renchérir un peu sur la question comment accélérer la ratification par les différents États membres de la Convention de Malabo. Monsieur Tsangou, êtes-vous en ligne? Êtes-vous connecté? Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Là, c'est parfait, merci. C'est parfait. Je suis désolé, j'ai eu des soucis techniques là pour me connecter. Donc, je voudrais d'abord commencer par remercier Lausiane d'avoir invité la CEAC à prendre part à M. Guichard Tsangou, le directeur des postes
des télécommunications et de l'économie numérique à la commission de la CEAC. Donc, pour revenir sur cette question de la Convention de l'Union africaine, comme vous l'avez bien su le dire, il y a 14 États membres de l'Afrique qui ont déjà ratifié cette convention. Et je veux tout de suite vous dire aussi, au niveau de l'Afrique centrale, nous avons 4 États membres qui l'ont ratifié. Hein, il s'agit du Tchad, du Congo, du Rwanda et de l'Angola. Lequel des Congos? Le Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, le Tchad, le Rwanda et l'Angola. Donc, ce sont les 4 États membres sur les 11 de la CEAC qui ont ratifié la convention. Effectivement, il y a des actions que nous devons mener tant au niveau sous-régional qu'au niveau régional pour amener les États à pouvoir ratifier cette convention. Ce sont des actions proprement dites de sensibilisation. Hein, moi-même, étant basé à Libreville, le siège de la CEAC, j'ai mené des actions au niveau de la République gabonaise pour que, donc, il y a des efforts qui ont été faits, il y a des étapes qui ont été franchies dans les jours qui vont venir. Hein, le Gabon sera aussi un État qui sera dans la liste des États qui vont ratifier la convention. Donc, la sensibilisation est un facteur de succès. Et il faut sensibiliser tous les acteurs qui interviennent dans le processus de ratification, en fait. Il faut leur montrer les bien fondés, qu'est-ce que l'État gagne en ratifiant cette convention. Car nous savons tous que, par exemple, en matière de cybersécurité, la notion de territorialité n'existe pas. Donc, la coopération est vraiment de rigueur. Si nous voulons bénéficier de cette coopération internationale, sous-régionale ou continentale, nous avons intérêt à ratifier cette convention. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire sur la Convention de l'Union africaine. Je vous remercie. Merci, M. Tsangou. Alors, cette question, j'aimerais me tourner du côté de M. Walid. Aujourd'hui, l'Afrique est de plus en plus connectée avec plus de 500 millions, on va dire, je pense, d'utilisateurs actifs. Et la question de la production et la protection des données se pose avec acuité. Le développement du numérique, vous le savez, donc ça rime avec la production, l'accumulation des données. Sans protection, ces informations peuvent être réutilisées à d'autres fins, notamment des fins publicitaires, des fins même politiques. Alors, comment concilier les droits fondamentaux et la technologie? Bonjour tout le monde. Donc, je me présente Walid Karbeshi. Je suis cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Beware. Beware est une entreprise qui est spécialisée en intelligence. Donc, je dirais que je suis plutôt de l'autre côté de la barrière. Je sers des entreprises privées, essentiellement. Des entreprises privées pour lesquelles je mets en place des systèmes d'information destinés au ciblage intelligent. Vous parlez de tout à l'heure de publicité. Je pense qu'il ne faut pas diaboliser ces entreprises privées. Je pense que les actions publicitaires, c'est des actions qui sont là pour augmenter les revenus de ces entreprises privées, qui elles-mêmes contribuent au développement économique de leur pays et aussi du continent. Ce que je peux dire personnellement avec ma expérience, c'est que dans les années 2005-2010, quand on mettait en place ce type de système d'information, de ciblage intelligent, il y avait moins de contraintes. Ça veut dire que nos équipes avaient accès aux données, il n'y avait pas de cadres légaux, et certainement que malencontreusement, certaines données pouvaient être utilisées à des fins, comme vous disiez, qui ne sont pas souhaitables. Mais ce que je peux dire, c'est que ces 5 dernières années, de plus en plus, à chaque fois qu'on a des missions de mise en place de ce type de système d'information, chez les opérateurs télécoms, bien évidemment, et d'autres sociétés, l'accès aux données est très compliqué. Les données sont anonymisées avant d'y être utilisées. Et je pense que les entreprises privées et aussi les gouvernements sont de plus sensibilisés à ces questions de protection de l'information. Concrètement, comment on anonymise ces données? Alors, concrètement, sur des données telles que le nom, le prénom, les numéros de carte d'identité, les numéros de passeport, ces informations-là sont cryptées, ne sont plus accessibles.
Il faut savoir ce qui intéresse avant tout les entreprises privées, c'est plutôt les segments d'achat. Ce ne sont pas les individus en tant que tels. Ce qui intéresse, c'est d'avoir une base client segmentée en une vingtaine de segments et de pouvoir cibler efficacement ces 20 segments-là pour pouvoir produire plus de ventes. Ce n'est pas l'individu qui est dans un segment de 2000, 5000 ou 100 000 clients qui est intéressant. C'est plutôt tout le segment qui est intéressant. Donc l'anonymisation, ce sont des algorithmes techniques qui changent l'information afin que cette information ne soit plus accessible par celui qui va l'utiliser. Je donne d'autres exemples, c'est que par exemple les numéros des... De manière à... Oui. Dites. Je disais que ce ne soit pas accessible de manière brute, de manière à reconnaître, par exemple, qu'il s'agit de Madame Sarah. Parfaitement. Ce qu'on va reconnaître, on va reconnaître que Madame Sarah est un client qui est dans une tranche d'âge entre 30 et 40 ans. Peut-être moins. Peut-être plus. Peut-être plus. Certainement plus. Que Madame Sarah a un revenu qui est plutôt dans la tranche 2 millions, 3 millions de francs CFA. Que Madame Sarah habite dans une région qui est Brazzaville et les banlieues de Brazzaville. C'est ce qui est intéressant dans Madame Sarah, et non pas elle-même, pas son prénom, son nom et d'autres informations personnelles. D'accord. Merci. Alain Chapeau, prendre le micro pour rebondir sur la question de la conciliation des DG personnels, les droits fondamentaux et la technologie. Merci. Pouvez-vous présenter d'abord? Voilà. Ouais. Alors, voilà, je suis Dr Alain Kabouchichi. Je suis président du groupe Serco. Nous sommes une usine de fabrication donc, de smartphones installée dans la zone franche industrielle à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Et justement, nous traitons aujourd'hui beaucoup donc, de ces données-là qui sont relatives notamment à la voix, hein, aux langues locales. D'autant plus qu'en fait, nous travaillons beaucoup avec une super application dont le but, en fait, c'est vraiment de s'adapter au locuteur et de lui permettre, en fait, de lui faciliter la vie. Donc, c'est un peu comme un Siri, mais un Siri personnalisé. Et effectivement, donc, si on regarde un peu toutes les difficultés que nous avons eues hein, pour les autorisations au niveau national par rapport à l'autorité, on se demande si parfois, en fait, la réglementation n'est pas un frein à l'innovation. Parce que aujourd'hui, quand vous prenez, en fait, les grands groupes comme Google, Apple et autres et tout, ils collectent tous les jours, en fait, les données. Si je prends Siri, par exemple, les gens parlent dans leur smartphone et derrière, les données sont collectées pour améliorer le moteur, en fait, de l'intelligence qui va être derrière pour pouvoir répondre et améliorer, en fait, le moteur donc, de l'IA qui est derrière. Donc, je pense que il est important, en fait, de travailler en synergie et de savoir que parfois, en fait, la réglementation, quand bien même elle veut anticiper, est un frein, voilà, à la mise en œuvre, en fait, d'innovations majeures qui vont essayer donc de permettre, en fait, aux populations d'avoir un certain nombre de choses qu'elles vont pouvoir avoir donc dans leur quotidien. Nous, on fabrique des smartphones, par exemple, dont le but, donc, c'est de s'adapter au locuteur. Donc, des personnes analphabètes en français qui, dans leur langue, peuvent demander des choses et derrière, en fait, le smartphone, en fait, doit être capable, en fait, de résoudre ces problèmes-là qui se posent à elle. Et donc, nécessairement, en fait, à un moment donné, on doit l'identifier. Quand, par exemple, quelqu'un veut envoyer de l'argent, par exemple, on doit reconnaître sa voix pour savoir si c'est de lui, effectivement, qu'il s'agit. Donc, il y a de l'identification biométrique qu'il faut faire. Okay. Et effectivement, donc, dans ces zones-là, aujourd'hui, beaucoup de groupes ne le font pas. Alors que c'est des choses qui sont indispensables, par exemple, pour favoriser l'inclusion financière. Une bonne dame, en fait, qui ne sait pas lire et écrire, qu'on lui donne le solde de compte. Si on peut lui reconnaître du moins sa voix à travers, en fait, et lui donner une information, c'est très important pour elle. Mais derrière, on connaît du moins de la donnée qui doit être stockée où, avec quels usages et autres et tout. Et donc, des problématiques se posent. Et si en face, vous n'avez pas des politiques qui, elles, sont sensibilisées à ces genres de sujets, vous êtes tout le temps bloqué
et ça ne va pas permettre en fait à ce que les innovations puissent porter. Alors qu'aujourd'hui, en Afrique, on a près d'1 milliard de personnes qui sont coupées des technologies, qui utilisent leur smartphone pas véritablement pour résoudre des problèmes, mais pour juste recevoir des appels. Donc, je sens que M. Walid a envie de réagir sur la question, même sens, mais peut-être qu'on va... M. Jean-Pierre. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Vous avez entendu ma présentation tout à l'heure, personnelle, ou vous souhaitez que je me représente? Ben, je pense que vous pouvez... Vous avez entendu? Oui, on l'a entendu. Donc, pour M. Alain Chapeau, la réglementation ne doit pas être un frein à l'innovation. Alors, moi, j'ai peur de ne pas être complètement d'accord avec les personnes précédentes. Certes, il faut collecter l'information pour, en effet, pouvoir faire évoluer les logiciels, mais il y a beaucoup de dangers également dans cette collecte d'informations. Aujourd'hui, en Europe, nous avons la chance d'avoir la législation sur le RGPD, qui oblige les éditeurs de logiciels et les personnes qui stockent de l'information, comme disait monsieur tout à l'heure, par exemple, à les anonymiser, avoir un certain nombre de règles qui vont éviter de cibler des personnes ou même des groupes de personnes. Mais je crois que le danger vient notamment d'Internet. Vous allez avoir des informations. Si on a des informations sur vous, et un pirate peut arriver et peut-être se faire passer pour vous pour, je sais pas, utiliser votre compte en banque, faire des achats, etc. Donc, il faut faire très très attention aujourd'hui. La cybersécurité est devenue quelque chose d'extrêmement sensible, extrêmement important, et on ne peut pas, en tant qu'éditeur de logiciels, se dire qu'on peut faire n'importe quoi et qu'on, justement, je comprends la nécessité et le besoin de collecter des informations, mais il faut aussi faire très attention à la manière dont on stocke, et au niveau individuel également. On met des photos sur Facebook ou autre, les gens font n'importe quoi aujourd'hui et ne se rendent pas compte que toutes les informations sont collectées et toutes ces informations, un jour ou l'autre, peuvent être utilisées contre une personne. Donc il faut faire très attention. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que M. Walid, vous voulez ajouter quelque chose? Je souhaiterais juste rajouter le fait que l'effort est à faire des deux parties. Je pense que l'effort doit être fait autant de ceux qui manipulent la donnée, mais je pense qu'aussi une éducation du citoyen est très importante. Ça veut dire qu'en ayant les bons réflexes, en ayant la bonne méthode, les bonnes procédures à divulguer de l'information sur Internet, on peut mettre des barrières à se faire agresser par des cyberattaques. Et ça, c'est très important. Donc, l'effort est double. Autant ceux qui manipulent la donnée doivent faire très attention et être conformes à la réglementation, autant le citoyen ou l'usager doit être aussi éduqué pour faire le moins d'erreurs possible. Oui, monsieur Alain. Ensuite, monsieur Ernest, monsieur Prosper, pardon. Monsieur Alain, ensuite, monsieur. Oui, je travaille un peu donc dans le contexte, donc je connais un peu de quoi on parle ici. En fait, quand on parle de réglementation en Afrique, ce n'est pas si tant en fait la réglementation elle-même, c'est la question de l'application de cette réglementation-là. C'est-à-dire que nous avons des pays en fait qui sont exposés un peu à la corruption et autres et tout, et donc parfois en fait obtenir une autorisation, s'il y a une autorité qui est en face, parfois en fait il y a des blocages qui sont des freins véritablement à l'émergence. Donc, je peux pas vous dire le nombre de jeunes aujourd'hui qui ont peut-être des innovations majeures à apporter, mais parce qu'il faut avoir telle ou telle autorisation et parce qu'il y a tel ou tel blocage, ça fait qu'en fait, ça n'émerge pas. Et donc, il faut avoir une intelligence aussi quelque part. Quand moi, je regarde, par exemple, des pays, nous n'avons pas en fait de gros marchés, et chaque pays, en fait, va avoir sa réglementation, et ça fait que, en fait, il y a des freins donc, pour la circulation donc, des innovations. Donc, une chose est de vouloir, en fait, que des technologies émergent, et l'autre est de pouvoir réglementer. Donc, il faut une communion entre les deux, mais une véritable en fait, volonté de dire qu'est-ce que nous faisons pour nos populations, parce qu'après tout, la réglementation, c'est pour améliorer le bien-être des citoyens. Exactement. Voilà, donc c'est un peu donc, dans ce sens-là que je parle. D'accord, merci beaucoup, c'est bien clair. Monsieur Prosper. Merci. Oui, je comprends effectivement la position des entrepreneurs, des entreprises. Et pour revenir à ce que disait Walid,
l'effort est à faire des deux côtés, mais moi je pense que au constat actuel, il y a une urgence qui s'impose de la part de la partie État, parce que on va bien parler des pratiques administratives incorrectes, peut-être, mais pour rester objectif, il faut que nous puissions rattraper le retard. Il y a une urgence aujourd'hui à avoir un minimum de règles qui couvrent tout le cycle de la donnée. Et j'ai particulièrement apprécié la thématique parce qu'il y a le mot production. Donc, il faut qu'on trouve des textes impersonnels, des textes objectifs, des règles qui sont générales, qui couvrent le processus tout entier de la production, peut-être à l'effacement de la donnée, donc tout le cycle de vie de la donnée. Après, si à côté, il y a un cadre institutionnel qui doit être mis en place, où il faut qu'il y ait une autorité de régulation ou une autorité indépendante de contrôle sur la donnée, bon, il y a une question politique qui va se poser sur le profil des animateurs de ces institutions. Ça, c'est une autre question. Mais je crois que l'urgence aujourd'hui, c'est d'avoir des règles. Parce que l'absence des règles fait que tout se dérègle, justement. Donc, pour protéger et par rapport à l'enjeu, il faut qu'il y ait un minimum de règles. Et après, c'est un cycle qui est dynamique. Tout à l'heure, on va dire quel type de règles qui pourront également être changées. Quel type de règles on va mettre en place, on en parlera tout à l'heure. Mais peut-être que la CEAC, Monsieur Guichard peut intervenir sur la question. Et ensuite, j'aimerais bien entendre le point de vue de MTN également. MTN. Oui, mais... Oui, Ah non, oui, vous allez-y. m'entendez? Oui, allez-y. Je pense que ceux qui m'ont précédé ont abordé les contours de la question. Donc, je vais juste m'appesantir sur un aspect qui n'a pas été pris en compte. C'est vrai, il y a nécessité, primo, de mettre en place un cadre institutionnel à travers des autorités ou des instances qui vont gérer la problématique. Mais comme nous le savons tous, il y a plusieurs acteurs au niveau national qui interviennent dans le processus pour assurer la sécurité des utilisateurs. Donc, il faudrait que les rôles et les responsabilités de chaque intervenant ou de chaque partie prenante puissent être clairement définis. D'où la nécessité de disposer d'une stratégie en matière de cybersécurité. En absence de stratégie, on a beau avoir des textes réglementaires, mais on ne saura pas qui fait quoi si ce n'est pas clairement défini à travers une stratégie. Je pense que le problème demeurera. Donc aujourd'hui, si j'ai une recommandation à faire au niveau des États, c'est de pouvoir, en plus de penser à la réglementation, mais à penser aussi à la définition des rôles et des responsabilités de tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne à travers cette stratégie. Voilà un peu ce que je pouvais dire en plus sur ce que mes prédécesseurs venaient de dire. Merci, monsieur Guichard. Nous allons chuter avec cette question et on va faire un tour de table. C'est vrai que je voulais bien que Madame Lemoine nous donne son point de vue, mais vu le temps qui nous est imparti, vous pourrez revenir sur la question quand vous prendrez la parole. Je commencerai par vous. Alors, nous l'avons noté que l'Afrique doit rattraper son retard dans le domaine du numérique. Nous avons compris aussi tous les défis qu'il y a, mais nous savons également que dans la situation actuelle, le continent ne produit pas la technologie, n'a presque aucun contrôle sur les données qu'il produit. Alors, quels sont, selon vous, les préalables à la mise en place d'une réglementation pour la production, la protection et la valorisation des données en Afrique centrale? Parce qu'on ne peut que réglementer quelque chose qui existe. Avons-nous assez de contenu? Quels sont les préalables? Donc, en tout cas, c'est un tour de table, donc je laisserai peut-être la parole à M. Walid pour commencer, et ensuite... Merci. Donc, je pense que la question est carrément philosophique. Moi, je dirais par rapport à... Donc, on est un continent qui est jeune, on est un continent qui est au balbutiement de l'utilisation de la technologie. On est un continent qui est très peu connecté par rapport à d'autres continents. Je pense que les préalables pour qu'on puisse rattraper ce retard,
Avant tout, ça serait l'éducation. L'éducation est une partie très importante pour accélérer le développement. Éduquer les gens à l'usage de la technologie est très important dès les bas âges. Introduire des composantes d'entrepreneuriat, c'est aussi très important. Je pense qu'aussi une collaboration régionale est très importante entre les pays parce que nous sommes sur des investissements qui sont extrêmement importants. C'est des investissements en infrastructure numérique qui demandent de lever énormément d'argent. Donc, collaborer entre pays réduirait la facture, permettrait de partager les dépenses. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Je pense qu'il faut aussi aider les entreprises telles que MTN et d'autres entreprises à augmenter le taux de couverture Internet sur les pays dans lesquels ils sont présents. Et puis, je ne vais pas sans dire qu'un écosystème de start-up est très, très important. Donc, il faut qu'il y ait un écosystème de start-up. Je pense qu'un écosystème de start-up dans un pays est un écosystème qui est un grand producteur de données. Donc, il faut lui donner sa chance. Et puis, pour terminer, et ça, je pense qu'on n'arrête pas d'en parler, une digitalisation des services publics. C'est un point qui est extrêmement important aussi pour accélérer la production et la valorisation de la donnée. D'accord. Merci. En une minute, Monsieur Prosper. Je pense que la réponse à votre question se résume peut-être par la prise de conscience au niveau des États par rapport aux enjeux que pose la question des données. Et ce sera peut-être la conclusion de mon propos. En ce qui concerne notre pays, la RDC, nous sommes engagés dans un programme de transformation numérique et l'aspect réglementaire est très important. Donc, nous avons un projet de texte portant code du numérique où l'on retrouve tour à tour aussi bien des questions, un livre sur la protection de données à caractère personnel, un livre sur la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité. Également, pour promouvoir l'écosystème, il y a tout un livre qui vient réguler un peu les nouveaux entrants du secteur du numérique, donc tous les fournisseurs de services numériques, avec des régimes juridiques clairement définis, et aussi parce qu'on doit faire de la transformation, des dispositions dérogatoires et des facilitations, notamment des exonérations sur des impôts de période allant jusqu'à 5 ans, un régime dérogatoire qui, du reste, est renouvelable. Donc, je crois que l'ampleur de la question permet à ce que les États s'engagent, aussi bien que nos États se sont engagés dans les ressources naturelles avec acuité. Il est peut-être temps également qu'on déploie les mêmes énergies pour la donnée, et cela passe par le cadre réglementaire. Voilà. Merci, Monsieur Prosper. En une minute, Monsieur Alain. Oui, on a plus de temps. Il faut former les talents, comme il a dit. Il faut qu'on ait des jeunes talentueux qui conçoivent en fait des systèmes pour nos populations, qu'on ne doit pas laisser en rade parce que c'est pas parce qu'elles sont parfois analphabètes qu'elles sont bêtes. Donc il faut intégrer que en levant des barrières, justement, donc que la technologie permet donc de lever, comme savoir lire, écrire avant d'avoir accès aux technologies aujourd'hui, on peut avoir des outils qui nous permettent vraiment, dans sa langue, d'avoir accès à des outils. Et enfin, il faut un partenariat privé, vraiment, qui permette donc d'introduire ces innovations-là dans la communauté. Souvent, ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas une réflexion stratégique qui permet donc de pouvoir porter des problématiques majeures donc du pays pour sortir des produits qui sont utilisés de moins par les populations à un coût accessible. Donc, nous, on a un bon exemple de ce qui a été fait en Côte d'Ivoire, par exemple, où à travers une action entre l'État en tant qu'usine d'assemblage et le marché, on a réussi à concevoir un produit qui est aujourd'hui accessible. À partir de $50, on peut avoir un smartphone qui parle les langues locales. Donc, c'est important, en fait, de pouvoir apporter des innovations qui agissent vraiment sur le quotidien des populations. Merci beaucoup. Madame Lomel, s'il vous plaît. Ok, merci Sarah. Alors, nous, en tant qu'opérateurs, je pense que nous sommes providers de contenu et nous sommes également, disons, promoteurs des données, parce que nous avons besoin des données pour survivre. Nous avons besoin des données pour vendre nos produits et vendre nos services. Alors, je pense pas qu'il faille diaboliser la donnée. Il faudrait peut-être, sachant que dans une donnée, il y a beaucoup d'intervenants. Et il y a des utilisateurs comme il y a des producteurs, des entreprises qui les soutiennent. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être faire un état des lieux de la réglementation qui existe dans les pays qui ont ratifié
les conventions, et également s'inspirer des pays européens où la donnée est utilisée de manière très forte dans la production, certes de produits, mais également dans la digitalisation des administrations publiques. Nous sommes en Afrique et nous savons très bien qu'en Afrique, la digitalisation des services administratifs est très faible, et ces données permettront justement d'ouvrir un côté innovateur à ces administrations. Pourquoi ne pas utiliser la donnée aujourd'hui sans pouvoir se déplacer? Ça existe en Europe, ça existe dans les autres pays, pourquoi pas chez nous? Donc je pense que la diabolisation au niveau des données, elle est à mon sens, elle va freiner l'innovation, et qu'il faudrait peut-être, étant donné que l'Afrique est un pays jeune, peut-être faire à l'état de lieu et promouvoir également, pousser les entreprises étatiques et les marchés à digitaliser, et permettre également aux opérateurs d'être des promoteurs de cette digitalisation et d'intégrer le fait que la donnée peut servir pour l'innovation et également pour mieux servir les utilisateurs qui sont les leurs, notamment dans la gestion administrative des documents que nous avons, auxquels qui sont les besoins quotidiens de nos marchés, et également de nos abonnés, je veux dire. Donc, moi, je suis plutôt pour permettre de renforcer la réglementation, certes, mais également donner la possibilité de se digitaliser et d'utiliser ces données à bon escient pour permettre de promouvoir également les petites entreprises et les startups qui sont en train de naître dans les marchés. D'accord. Merci. Alors, très rapidement, Monsieur Guichard Tsangou, votre mot de fin. Quels sont les préalables pour une bonne réglementation des données en Afrique centrale? Et nous allons clôturer avec Monsieur Jean-Pierre. Je vais résumer ça en 2 mots. J'insisterai sur l'aspect formation, sur lequel ceux qui m'ont précédé ont parlé, et l'aspect coopération. Et la coopération sous-régionale en tant qu'organisation sous-régionale, la CEAC, donc nous disposons des cadres réglementaires sur le cyberespace. Nous avons 3 projets de loi type. Une loi type relative à la protection des données à caractère personnel, une loi type relative aux transactions électroniques et une loi type relative à la lutte contre la cybercriminalité. Et actuellement, n'est-ce pas, pour résoudre ce problème de données, effectivement, nous sommes engagés dans le processus par rapport à notre plan d'action d'élaborer une stratégie sur la transformation numérique où des actions fortes, des recommandations et des orientations des directives seront données aux États, justement, pour faciliter cette opération et faire de tout l'espace sous-régional un seul espace numérique. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire comme mot de clôture pour ce panel. Merci, Monsieur Guichard. On termine avec vous, Monsieur Jean-Pierre. Merci. Ce qu'il faut savoir, c'est que en 1 minute, la donnée, c'est le pétrole de demain. Celui qui maîtrise la donnée aura vraiment un gros avantage. L'Afrique ne peut pas être le Far West et laisser aux GAFAM la maîtrise de ces données. Or, pour ne pas laisser la maîtrise aux autres, il faut une orientation, mais qui ne peuvent pas être propres à chaque pays. Il faut vraiment se mettre ensemble et mettre en place des réglementations qui vont permettre non pas d'empêcher aux entreprises de s'exprimer. Bien sûr qu'elles ont besoin, on a besoin des startups, on a besoin d'initiatives, mais il faut que ce soit contrôlé et pas contrôlé par les autres, pas contrôlé par des entreprises qui vont faire ce qu'ils veulent de ces informations sans que nous maîtrisions. Donc ma préconisation, c'est de dire unissez-vous, mettez ensemble, au moins au niveau sous-régional, peut-être pas pour l'instant continental, mais au niveau au moins sous-régional, mettez en place des lois, mettez en place des réglementations, inspirez-vous de ce qui se fait. En Europe, on s'est battu, on arrive maintenant plus ou moins bien à faire certaines choses. Donc faites-le, nous, chez iFutura, nous faisons partie d'un certain nombre d'organisations comme l'ISO, le CEN, l'ETSI, toutes ces organisations, l'AFNOR, etc., qui mettent en place des normes. Et donc, on peut vous aider. Ne vous laissez pas faire. L'Afrique a un fort potentiel, mais encore faut-il qu'elle puisse maîtriser ce potentiel. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de notre table ronde qui portait sur quelle réglementation pour la production, protection et valorisation des données en Afrique centrale.
Le débat était très intéressant. Nous avons compris que la réglementation, la bonne réglementation devra intégrer toutes les parties prenantes, ne pas être trop rigide, mais assez souple pour pouvoir concilier innovation, réglementation. Voilà. Mais je pense que Osiane devrait approfondir cette thématique parce qu'elle est très, très intéressante, mais le temps est parti. Le temps qui nous a été imparti ne nous a pas permis d'aller plus en profondeur. Je vous remercie, chers panélistes. Merci beaucoup. Merci Sarah. à ceux Merci qui étaient Osiane. connectés. Et surtout, merci à vous, Merci public, à vous. qui êtes restés jusqu'à la fin. Nous allons demander à monsieur Alain Capot de rester. Nous allons faire une photo, mais vous resterez pour la prochaine table ronde. Monsieur Alain Capotici, pardon. La photo de famille, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, Madame Sarah. Alors, ce sera la dernière table ronde. Ce sera très rapide. Nous vous remercions encore une fois d'être restés jusqu'à la fin. Nous avons eu beaucoup de retard. Nous savons que vous êtes fatigués, mais c'est des sujets qui nous intéressent tous. Nous sommes tous intéressés.